Le matin s'était levé sur le petit village de Saint-Laurent, enveloppé d'un brouillard épais qui accrochait les pavés humides des ruelles. Au cœur de ce silence matinal, un cri perça l'air, un son désespéré issu du cabinet médical de docteur Émile Fournier. La porte en bois brut, ornée d'une plaque dorée marquée de son nom, s'ouvrit brutalement, laissant échapper une silhouette tremblante. Une femme, le visage blême et les yeux écarquillés, tituba sur le seuil avant de s'effondrer. Le parfum âcre du désinfectant se mêlait à l'odeur de la peur qui flottait dans l'air, tandis qu'un flot de sang commençait à se répandre sur le carrelage blanc. Le respecté médecin du village, connu pour sa compassion et son dévouement inébranlable envers ses patients, gisait là, sans vie, un stéthoscope à moitié enroulé autour de son cou. Les rumeurs se propageraient comme une traînée de poudre dans cette communauté soudée. Les murmures de ceux qui cherchaient déjà des coupables dans l'ombre des délinquants locaux ou parmi les toxicomanes du quartier. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que la vérité était bien plus complexe et troublante qu'il ne pouvait te l'imaginer. Les heures qui suivirent le drame marquèrent un tournant dans la vie paisible de Saint-Laurent. Les habitants, d'abord sous le choc, commencèrent à s'interroger sur les circonstances entourant la mort du docteur Fournier. Sa silhouette bienveillante, souvent aperçue dans les ruelles ensoleillées du village, ne serait plus là pour apaiser leurs maux ou écouter leurs soucis. Les visages des villageois, habituellement souriants et accueillants, étaient désormais marqués par l'inquiétude et la méfiance. Les rumeurs s'intensifiaient, alimentées par l'angoisse et le besoin de trouver un coupable tangible. Les toxicomanes qui traînaient près de la rivière, aux abords des maisons abandonnées, devenaient les cibles idéales. Dans ce climat de suspicion croissante, la peur s'infiltrait lentement dans les cœurs comme une ombre menaçante. Pourtant, au-delà de cette façade d'horreur et de désespoir, se cachait une vérité troublante. L'assassinat du médecin respecté n'était pas l'œuvre de délinquants sans scrupules, mais celle d'un individu dont le lien avec lui était bien plus personnel et tragique. La tension montait alors que chaque regard échangé et chaque murmure au coin des rues portait le poids d'un secret lourd à porter. Le docteur. Émile Fournier était un homme dont le charisme et la bienveillance avaient en tête tissé des liens solides avec les habitants de Saint-Laurent. À 50 ans, il avait consacré sa vie à la médecine, son cabinet devenant un refuge pour ceux qui cherchaient soins et réconfort. Chaque matin, il ouvrait sa porte avec un sourire chaleureux, prêt à accueillir une file de patients, allant des enfants aux personnes âgées, chacun connaissant son nom et sa voix apaisante. Les rituels quotidiens du médecin incluaient des consultations minutieuses, des prescriptions réfléchies et des visites à domicile pour ceux qui ne pouvaient se déplacer. Sa passion allait au-delà de ses responsabilités professionnelles. Il s'impliquait dans la vie du village, participant aux fêtes locales et soutenant les initiatives communautaires. Cependant, sous cette façade admirable, se cachait une âme tourmentée par les défis éthiques de son métier. Les dilemmes moraux le hantaient, surtout en ce qui concernait ses patients en phase terminale qu'il ne pouvait sauver malgré tous ses efforts. Pour Émile, chaque décès était une défaite personnelle, une lutte perdue qu'il portait comme une cicatrice invisible sur son cœur. Cette douleur l'avait conduit à rechercher des traitements innovants, parfois controversés, dans l'espoir de redonner espoir à ceux qu'il aimait tant. Mais cette quête désespérée d'un miracle ne serait pas sans conséquences. Et alors que le soleil se couchait sur Saint-Laurent, des ombres menaçantes commençaient à se profiler à l'horizon de sa vie parfaite. Au fil des mois précédant sa mort, plusieurs signes avant-coureurs avaient commencé à troubler le quotidien du docteur Fournier. Un changement subtil avait ébranlé son comportement habituel. Il devenait de plus en plus introverti, ses sourires s'effaçant peu à peu au profit d'une expression préoccupée et pensante. Ses patients, bien que toujours rassurés par sa présence, remarquaient un léger tremblement dans sa voix lorsqu'il parlait de sujets sensibles, surtout ceux liés aux traitements expérimentaux qu'il avait entrepris.
Les soirées passées à étudier des rapports médicaux se faisaient plus fréquentes, et ses heures de consultation se prolongeaient bien au-delà de ce qui était nécessaire. Émile semblait traîner un poids invisible sur ses épaules, une inquiétude profonde qui rongeait son esprit. Les murmures des malades qu'il avait soignés et qui ne réagissaient pas comme il l'espérait retentissaient dans sa mémoire, exacerbant son sentiment d'impuissance face à la maladie. Ses interactions avec certains patients se faisaient de plus intenses, presque désespérées. Il cherchait à leur insuffler une lueur d'espoir tout en sachant que le temps jouait contre eux. Dans ce contexte de tension croissante, Émile prit en charge une nouvelle patiente dont l'arrivée allait bouleverser sa vie. Une jeune femme nommée Clara, atteinte d'une maladie incurable, mais dont la détermination à vivre le marqua profondément. Ce lien unique entre médecin et patiente serait un catalyseur tragique dans les événements à venir, transformant leur histoire en un tableau complexe de guérison et de vengeance inexorable. Un souvenir marquant hantait le docteur Fournier. C'était une journée d'été, chaude et ensoleillée, lorsque Clara Fitou avait franchi le seuil de son cabinet pour la première fois. Elle n'avait que 30 ans, mais la fatigue sur son visage témoignait d'un combat long et douloureux contre la maladie qui la rongeait. Émile se remémorait chaque détail de cette rencontre, de l'odeur douceâtre des fleurs du jardin qui s'épanouissaient par la fenêtre à sa voix tremblante, empreinte d'espoir et de résignation. Clara lui avait parlé de ses rêves, de ses désirs inachevés, et au fur et à mesure qu'elle exposait son parcours médical chaotique, Émile avait ressenti une profonde connexion avec elle. Il se promettait intérieurement de tout faire pour l'aider, déterminé à lui offrir une chance là où tant d'autres médecins avaient échoué. Cette promesse devint un phare dans l'obscurité croissante de sa conscience. Mais alors que leur relation médecin-patiente se développait, une tension latente apparaissait. Les traitements peu conventionnels qu'il envisageait pour elle commençaient à le hanter. Il savait que chaque décision pourrait avoir des conséquences imprévues. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, il sentit un frisson parcourir son échine en pensant au sacrifice qu'il était prêt à faire pour voir Clara guérir. Ce souvenir serait bientôt teinté d'une tragédie inattendue, le précipitant dans une spirale où sa quête de rédemption se heurterait à des choix moraux déchirants. Clara Fitou était une femme qui avait captivé l'attention du docteur Fournier par son esprit résilient et sa détermination indéfectible face à la maladie. Née dans une petite ville de la périphérie de Lyon, elle avait toujours été la lumière de son entourage, connue pour son rire contagieux et sa passion pour la peinture. Cependant, le diagnostic d'un cancer avancé l'avait propulsée dans un univers sombre, éloignant peu à peu la Clara joyeuse des souvenirs de ses proches. À 30 ans, elle était devenue une âme tourmentée, oscillant entre espoir et désespoir, essayant désespérément de conserver une part de normalité dans sa vie. Sa famille, bien que soudée, avait du mal à accepter l'ampleur de sa souffrance. Ils étaient souvent inquiets et débordés par un mélange d'angoisse et d'impuissance. La scène du crime était aussi ordinaire qu'angoissante, un contraste frappant avec l'horreur qui y avait eu lieu. Le cabinet du docteur Fournier, situé au cœur de Saint-Rémy, un village pittoresque entouré de vignes et de collines verdoyantes, respirait la tranquillité en apparence. Les murs étaient décorés de diplômes encadrés, témoignant d'années d'études et d'un dévouement sans faille à sa profession. L'odeur familière des antiseptiques se mêlait au parfum délicat des fleurs fraîches qu'il gardait sur son bureau. Cependant, ce jour-là, une atmosphère pesante flottait dans l'air. Le silence régnait, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge murale qui semblait se moquer du temps qui s'écoulait sans le médecin. Les chaises vides, où des patients avaient autrefois attendu leur consultation avec espoir ou anxiété, devenaient le témoin silencieux d'un drame inexplicable. C'est là, au milieu de ce décor familier et rassurant, que la tragédie s'était jouée. Le corps inanimé d'Émile reposait sur le sol carrelé, entouré par les instruments médicaux
comme une marionnette oubliée dont les fils avaient été coupés brutalement. Son regard vide scrutait un point invisible au plafond, tandis que son visage portait encore l'étonnement d'une vie interrompue trop tôt. Les détails du crime se dévoilaient lentement, comme les couches d'un tableau complexe. Le docteur Fournier avait été découvert dans son cabinet un matin. La lumière du jour filtrant par les rideaux, illuminant la scène d'une manière presque surréaliste. Les premiers témoins, des patients habituels, avaient signalé qu'ils l'avaient vu le soir précédent, en pleine consultation avec Clara Fitou, sa patiente la plus délicate. Ce qu'ils ignoraient, c'était que cette rencontre marquerait une frontière entre la vie et la mort. Selon les premières hypothèses des enquêteurs, une lutte aurait pu avoir lieu. Des traces de lutte étaient visibles sur le bureau renversé et des dossiers éparpillés sur le sol. Cependant, les rapports des médicaux ne faisaient état d'aucune blessure défensive sur le corps du médecin. Étrangement, aucun signe d'effraction n'était détecté et rien ne semblait avoir été volé. La version des événements commençait à se brouiller. Certains affirmaient avoir entendu une dispute à l'intérieur du cabinet, tandis que d'autres affirmaient qu'Émile était un homme calme, incapable de s'emporter. La communauté était en émoi, cherchant désespérément des réponses à ce mystère qui troublait leur quotidien paisible. Les regards se tournaient alors vers les toxicomanes de la région, une cible facile pour les rumeurs, mais au fond d'eux-mêmes, plusieurs savaient que cette tragédie cachait bien plus qu'une simple confrontation entre un médecin et un malade désespéré. L'enquête s'engageait dans un dédale d'interrogations et de témoignages où chaque mot semblait peser lourd sur l'issue de cette affaire tragique. Les premiers témoins, des patients qui avaient croisé le chemin du docteur. Fournier, la veille de sa mort, était partagé entre l'incrédulité et la peur. Un homme âgé, M. Dupont, se remémorait avec une précision troublante. Je l'ai vu sortir de son cabinet en colère. Mais c'était probablement juste une discussion animée avec Clara. Ses paroles étaient teintées d'une inquiétude palpable, tandis qu'il scrutait les visages des enquêteurs, cherchant à comprendre si ses souvenirs suffiraient à éclaircir ce mystère. Une jeune femme, quant à elle, affirmait avoir entendu des cris peu avant que les lumières ne s'éteignent dans le cabinet, mais son récit était entaché d'hésitations qui semèrent le doute. Des contradictions émergèrent rapidement. Certains affirmaient que Clara avait quitté le cabinet avant la fermeture, tandis que d'autres juraient qu'elle était restée jusqu'à tard dans la nuit. Chaque témoignage ajoutait une couche de complexité à l'affaire, rendant difficile pour les enquêteurs de tracer une ligne claire entre vérité et fiction. Les esprits étaient troublés, et alors que la communauté tentait de panser ses blessures, un sentiment grandissant de méfiance s'installait parmi les villageois, désireux de comprendre qui aurait pu vouloir du mal au respectable médecin. Les interrogatoires prenaient une tournure tendue, chaque session révélant des fissures dans les récits des témoins. L'inspecteur Léonard, un homme au regard perçant et à la voix calme mais autoritaire, savait que la vérité se cachait derrière les apparences. Clara Fitou, la patiente dont le nom revenait sans cesse dans les conversations, était l'une des premières à être convoquée. Son visage pâle et ses yeux cernés trahissaient une angoisse palpable alors qu'elle répondait aux questions. « Je n'avais aucune raison de lui faire du mal », répétait-elle presque comme un mantra, mais l'inquiétude dans sa voix ne faisait qu'épaissir le mystère. Les enquêteurs avaient noté un changement d'attitude chez elle. Elle semblait nerveuse et évitait le regard direct. Lorsqu'on lui posait des questions sur leur dernière rencontre, ses réponses devenaient incohérentes, comme si elle tentait de dissimuler quelque chose d'important. L'analyse des experts s'annonçait cruciale pour lever le voile sur cette affaire troublante. Le docteur Marceau, un criminologue reconnu, fut appelé pour examiner les éléments de la scène de crime et apporter son éclairage sur le comportement des suspects. Dans son rapport, il souligna l'absence de signes de lutte sur le corps du docteur Fournier, ce qui laissait supposer qu'il connaissait son agresseur.
Cela indique une relation de confiance ou une certaine forme d'intimité » affirma-t-il d'une voix posée, ses lunettes glissant légèrement sur le bout de son nez. Il évoqua également les troubles psychologiques que pouvaient ressentir ces patients en phase terminale, notamment la peur et la culpabilité. Clara, victime d'une maladie incurable qui avait failli l'emporter, pouvait porter en elle un sentiment ambivalent envers celui qui lui avait offert l'espoir de guérison. Les émotions conflictuelles pouvaient devenir explosives, transformant un acte salvateur en sentiment de trahison. Le docteur Marceau conclut que cette dynamique pourrait être à l'origine d'un acte désespéré, mais il restait prudent. Il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives sans preuve tangible, avertit-il, laissant entendre que le mystère était encore loin d'être résolu. Au tribunal, l'atmosphère était électrique, chaque regard était chargé de tension, alors que le procureur, Meulefebvre, se préparait à exposer son cas. D'une voix claire et assurée, il présenta le docteur Fournier comme un homme de bien, respecté par tous, dont la mort tragique avait laissé une empreinte indélébile sur la communauté. Ce médecin a consacré sa vie à sauver des vies, mais il a aussi été trahi par ceux qui l'avaient aidé, déclara-t-il en désignant Clara Fitou du doigt. Les mots résonnaient dans la salle d'audience comme un écho lugubre. Le procureur ajouta que le mobile de la vengeance aurait pu naître d'un mélange complexe de gratitude et de ressentiment, exacerbé par la maladie terminale de Clara. Il évoqua les témoignages des patients et les incohérences dans ses déclarations, soulignant qu'elle était souvent vue comme l'unique bénéficiaire des soins du médecin. En insistant sur le fait que la guérison de Clara avait pu engendrer un sentiment de culpabilité insupportable, Meulefebvre réussit à peindre un tableau troublant où l'amour et la haine s'entremêlaient, créant ainsi un climat d'angoisse palpable dans la salle. Les jurés semblaient captivés par ce récit poignant qui dévoilait les méandres sombres de la psychologie humaine. La défense, représentée par Meu Delacroix, se leva avec une détermination palpable, prête à contrer les accusations du procureur. D'une voix calme mais ferme, elle commença par rappeler au jury que Clara Fitou n'était pas le monstre que l'on tentait de dépeindre. Ce n'est pas parce qu'elle a été la dernière patiente du docteur Fournier qu'elle en est devenue la coupable présumée, affirma-t-elle, faisant glisser ses doigts sur le dossier. La défense souligna également les récents progrès médicaux de Clara, attestant qu'elle était désormais en rémission et n'avait aucune raison d'en vouloir au médecin qui l'avait soignée. Le docteur Fournier a consacré sa vie à la médecine. Il a sauvé des vies, y compris celle de ma cliente, poursuivit-elle avec passion. Meu Delacroix insista sur les incohérences dans les témoignages des témoins, notant que plusieurs d'entre eux avaient changé leur version des faits après avoir entendu les rumeurs qui circulaient dans le village. Elle plaida pour que le jury examine attentivement ces éléments avant de porter un jugement. Dans un dernier élan dramatique, elle s'adressa directement aux jurés. Ne laissez pas vos émotions guider votre décision. Cherchez la vérité derrière les apparences. Son appel à la raison résonna dans la salle d'audience, laissant présager une bataille acharnée pour déterminer le sort de Clara Fitou. La tempête médiatique qui suivit l'affaire du docteur Fournier était sans précédent dans cette petite ville de Vaucluse. Les journalistes affluaient, armés de caméras et de micros, inondant les réseaux sociaux de mises à jour sensationnelles et de spéculations. Les gros titres, souvent plus provocateurs que factuels, faisaient écho dans chaque café et sur chaque place publique. La patiente qui a tué son sauveur, ou un miracle de guérison se termine en tragédie. Les citoyens, avides d'informations, se partageaient des vidéos des audiences en direct, chacun formant son propre avis sur la culpabilité ou l'innocence de Clara. Certaines voix s'élevaient pour défendre sa cause, évoquant une femme victime des circonstances ayant échappé à son contrôle, tandis que d'autres la voyaient comme une manipulatrice rusée ayant profité des faiblesses émotionnelles du médecin. Cette polarisation n'était pas sans conséquences. Les tensions montaient dans la ville, exacerbées par
par les commentaires enflammés sur les forums et les réseaux sociaux. On pouvait entendre des murmures dans les ruelles, mêlant indignation et compassion, alors que la communauté se divisait entre ceux qui croyaient en la rédemption de Clara et ceux qui la voyaient comme l'incarnation même de la trahison. La tragédie du docteur Fournier ne touchait pas seulement sa famille. Elle révélait les fissures profondes au sein de la société elle-même, faisant du procès un véritable miroir des peurs et des espoirs collectifs. En plongeant dans les méandres de l'affaire Clara Fitou, une autre affaire similaire émergeait des archives judiciaires, attirant l'attention des enquêteurs et des journalistes. L'affaire Leclerc avait eu lieu une décennie plus tôt, lorsque le docteur Michel Leclerc, un autre médecin respecté d'une petite ville du sud de la France, avait été retrouvé mort dans son cabinet. À l'époque, les soupçons s'étaient rapidement portés sur un ancien patient, un homme dont la dépendance aux médicaments prescrits avait conduit à une spirale autodestructrice. Les médias avaient également alors embrassé le récit d'un médecin, abattu par celui qui était censé être sauvé, tout en explorant les thèmes de la culpabilité et de la rédemption. Au cœur de l'enquête, une révélation inattendue fit surface, bouleversant le cours des événements. Alors que les enquêteurs examinaient minutieusement les dossiers médicaux du docteur Fournier, ils tombèrent sur une note manuscrite oubliée dans un coin de son bureau. Cette note, griffonnée avec une écriture tremblante, révélait une rencontre secrète entre le médecin et un groupe de patients en phase terminale, dont Clara Fitou faisait partie. Dans cette correspondance, le docteur Fournier discutait d'un traitement expérimental qui promettait d'inverser les effets du cancer, mais la note laissait entendre qu'il avait également des réserves éthiques quant à sa mise en œuvre. Cet élément changea radicalement la dynamique de l'enquête. Non seulement il mettait en lumière le lien profond entre Clara et le médecin, mais il soulevait aussi des questions sur les véritables motivations de chacun. La possibilité que le docteur Fournier ait pu être impliqué dans des pratiques controversées pour sauver ses patients ajoutait une nouvelle couche de complexité au drame déjà tragique. Les implications de cette découverte résonnaient dans la communauté comme un coup de tonnerre, redéfinissant les relations et les émotions autour du procès, tandis que l'ombre du doute planait sur les véritables raisons qui avaient conduit à la mort du médecin. Alors que l'enquête prenait un tournant inattendu, les pièces du puzzle commençaient à se réorganiser dans l'esprit des enquêteurs. La note du docteur Fournier, autrefois négligée, ouvrait la porte à une réinterprétation complète des événements qui avaient conduit à sa mort. Les discussions autour de la guérison de Clara prenaient une dimension plus sombre. Et si sa guérison n'était pas simplement le résultat d'un miracle médical, mais le fruit d'une manipulation émotionnelle. L'idée que Clara aurait pu se sentir redevable envers son médecin, au point de le considérer comme une figure paternelle, compliquait davantage les choses. En creusant plus profondément dans cette relation complexe, les enquêteurs réalisèrent que Clara avait peut-être ressenti une pression insupportable pour payer son salut par des moyens extrêmes. Cette notion de culpabilité et de survie pénétrait les témoignages des proches et des amis de Clara, qui décrivaient une femme tiraillée entre gratitude et ressentiment. Les subtilités émotionnelles de leur relation semblaient désormais indissociables des événements tragiques qui avaient suivi. À mesure que ces nouvelles perspectives émergeaient, le tableau se peignait avec des couleurs plus nuancées, laissant entrevoir une vérité cachée à la croisée des chemins entre l'éthique médicale et les liens humains fragiles. Dans le tumulte des révélations, un extrait d'un appel téléphonique entre Clara Fitou et une amie proche fut découvert par les enquêteurs, ajoutant une nouvelle profondeur à l'affaire. « Tu sais, je ne suis pas sûre de ce que je ressens pour lui », murmurait Clara, sa voix tremblante trahissant son agitation. « Il m'a sauvée, mais parfois j'ai l'impression qu'il attend quelque chose en retour. C'est comme si chaque sourire cachait une demande silencieuse. » Ce passage, enregistré quelques semaines avant la mort du docteur Fournier, résonnait avec une puissance troublante. Les mots de Clara semblaient refléter un conflit intérieur déchirant,
oscillant entre gratitude et pression insidieuse. Dans d'autres extraits de son journal intime, elle écrivait souvent sur ses craintes d'être un fardeau pour ceux qui l'entouraient, notant des réflexions sur la vie et la mort, sur le sens de sa guérison et sur ce qu'elle devait à son médecin. « La vie est un cadeau que je ne peux pas gaspiller », avait-elle écrit un mois avant sa guérison. Ces fragments privés révélaient non seulement les luttes émotionnelles de Clara, mais aussi une atmosphère de culpabilité qui persistait autour de son traitement, une dynamique que personne n'avait encore pleinement comprise dans le cadre de l'enquête. Le procès prenait une tournure dramatique alors que Clara Fitou, désormais accusée de l'assassinat du docteur Fournier, se tenait devant le tribunal, son visage pâle trahissant une tempête intérieure. Les arguments de l'accusation étaient vendés percutants. La relation entre la patiente et le médecin, teintée de gratitude et d'attente non dite, faisait d'elle une suspecte idéale. Le procureur évoquait avec emphase les témoignages des amis de Clara, décrivant une femme au bord du désespoir, capable de tout pour échapper à un sentiment d'obligation insupportable. Cependant, au fur et à mesure que le procès avançait et que les preuves étaient exposées, une tension palpable s'installait dans la salle d'audience. L'avocate de Clara s'évertuait à démontrer que la guérison de sa cliente ne justifiait pas un acte aussi tragique. Elle plaidait plutôt pour le contexte émotionnel complexe qui avait conduit à cette tragédie. Alors qu'une série de témoins défilait, un élément surprenant surgit. Une ancienne infirmière du cabinet du docteur. Fournier confia qu'elle avait entendu une conversation troublante entre le médecin et Clara quelques jours avant sa mort. Ce témoignage suggérait que le docteur Fournier avait lui-même fait preuve d'une instabilité émotionnelle, oscillant entre l'angoisse face à ses traitements controversés et un besoin désespéré d'être reconnu comme un sauveur. Au fur et à mesure que ces détails émergèrent, le jury commençait à percevoir un tableau plus nuancé, celui d'une victime entraînée dans des circonstances tragiques, où les rôles de bourreau et de victime se confondaient inextricablement. À l'issue du procès, le verdict tomba comme un coup de tonnerre. Clara Fitou fut acquittée, mais la libération qui en résultait était teintée d'une mélancolie poignante. Alors qu'elle quittait le tribunal, la foule était partagée, oscillant entre soulagement et indignation. Pour Clara, ce moment de liberté était lourd de conséquences. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les cicatrices émotionnelles de cette épreuve l'accompagneraient toujours, la marquant au fer rouge d'une culpabilité qui ne s'éteindrait jamais complètement. Après plusieurs mois de traitement psychologique intensif pour faire face à ses démons intérieurs, elle choisit de quitter le village où tant de souvenirs douloureux persistaient. Elle décida de se consacrer à une fondation d'aide aux malades en phase terminale, espérant transformer son expérience tragique en quelque chose d'utile pour ceux qui traversaient des épreuves similaires. La communauté médicale, quant à elle, entama une réflexion profonde sur les implications éthiques des traitements et des relations patient-médecin. Le docteur Fournier, malgré sa mort tragique, devint un cas d'étude sur les dangers des attentes non exprimées entre soignants et patients. Les discussions sur l'éthique médicale prirent une ampleur nouvelle dans les cercles académiques, incitant à repenser le rôle du médecin non seulement comme guérisseur, mais aussi comme être humain vulnérable. Ainsi, bien que la vérité fût révélée dans toute sa complexité, les répercussions de cette affaire allaient aller bien au-delà des murs du tribunal, laissant une empreinte indélébile dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui avaient été touchés par cette histoire tragique. Des années plus tard, Clara Fitou était devenue une figure emblématique dans le domaine de la médecine palliative, se battant avec passion pour améliorer les soins des patients en fin de vie. Sa fondation, Les Derniers Sourires, avait gagné en notoriété et en respect, offrant des ressources non seulement aux malades, mais aussi à leurs familles. Pourtant, au fond d'elle-même, le spectre du passé continuait de la hanter. Chaque fois qu'elle rencontrait un médecin, elle ressentait un frisson d'appréhension.
une inquiétude que l'histoire puisse se répéter sous une forme ou une autre. Le village où elle avait grandi avait changé également, les rumeurs sur le docteur. Fournier avait lentement disparu, mais sa mémoire persistait dans les conversations des anciens. Un jour, alors qu'elle donnait une conférence à Paris sur l'importance de l'empathie en médecine, Clara reçut une lettre anonyme qui raviva ses angoisses. L'expéditeur évoquait des indices suggérant que la mort du docteur Fournier n'avait pas été accidentelle et que quelqu'un cherchait à réécrire l'histoire. Intriguée et inquiète, Clara se retrouva face à un dilemme. Devait-elle plonger à nouveau dans ce passé tumultueux pour découvrir la vérité derrière cette menace obscurcie par le temps? Ce nouveau mystère promettait de réveiller des douleurs longtemps enfouies et d'explorer les zones d'ombre entre guérison et vengeance, alors qu'elle s'avançait vers un nouveau chapitre de son existence.